Question numéro 1. Comment garantir la sécurité maximale de nos données? Pour cette introduction, effectivement, il y a un cadre qui permet de gérer donc, cette donnée. Mais ce cadre-là doit être décliné donc, en termes de pratique, en termes de mécanismes donc, de protection de ces données, des données donc, dans les infrastructures. Et quand on parle de protection des données de façon globale, dans la sécurité informatique, on pense systématiquement donc, à la cryptographie. C'est la cryptographie qui est donc, la mesure reine qui permet de protéger les données. Je fais un clin d'œil effectivement à ceux qui travaillent donc, dans le domaine de la PKI. Donc, c'est la cryptographie qui permet de donner les mécanismes nécessaires à la sécurisation des données en termes de chiffrement, en termes donc, de hachage. Donc, le chiffrement, c'est les mécanismes qui permettent de rendre une donnée inintelligible pour quelqu'un qui n'a pas les crédentiels, qui n'a pas les clés qui permettent de le lire. Le déchiffrement, c'est avec des clés inversées souvent ou la même clé qui permet de déchiffrer pour rendre intelligible ce qui n'était pas intelligible parce qu'elle était chiffrée. Le hachage, c'est des mécanismes aussi qu'on utilise assez souvent pour protéger les données. C'est ce qu'on a, par exemple, quand on utilise un mot de passe. Quand je fais mon mot de passe, généralement, le mot de passe, il est haché. Haché, c'est pour donner une image, c'est l'image même de la viande hachée. Donc, je peux passer de la viande à la viande hachée, mais je ne peux pas passer de la viande hachée à la viande. Donc, je ne peux pas revenir en arrière. C'est une fonction, bon, en mathématiques, ce qu'on appelle une fonction irréversible que l'on utilise donc, pour permettre donc, de protéger les données. Il y a d'autres mécanismes qui permettent de protéger les données, ce qu'on appelle l'anonymisation ou la pseudonymisation donc, de ces données. C'est des mécanismes qui sont utilisés généralement dans les données de santé, de sorte à pouvoir les rendre accessibles aux professionnels qui ont le besoin d'accéder à ces données et de façon rapide, sans passer par des mécanismes de chiffrement qui peuvent être assez lourdes donc, en termes de pratique. Donc, l'utilisation de ces mécanismes permettent donc, d'avoir une protection de ces données et puis un accès plus facile donc, à ces données. Au-delà de la cryptographie qui est effectivement un élément fondamental dans la protection de ces données, il y a tous les mécanismes qui sont utilisés dans la protection des réseaux et des infrastructures qui contribuent effectivement de façon fortement, donc de façon très forte donc, à la sécurité donc, des données. Tout ce qui est infrastructure de filtrage, hein, donc les firewalls, tout ce qui est mécanisme de contrôle d'accès, faire de sorte que la donnée ne soit accessible qu'à des personnes qui ont le besoin d'en connaître et voilà, de rendre, que les gens puissent montrer patte blanche avant d'accéder à la donnée. Il faudrait qu'on ait le besoin d'en connaître et pouvoir accéder à cette donnée. Les mécanismes de sauvegarde, hein, quand on suit l'actualité récente donc, des cyberattaques dont on a entendu, donc qui fait l'actualité, ben, les sauvegardes permettent effectivement de pouvoir faire de sorte que ces données ne soient pas perdues, qu'on puisse les préserver notamment. Et un volet qu'on oublie assez souvent, récemment, donc, j'audite donc, un client que j'accompagne depuis un certain nombre d'années, qui fait partie d'un très grand groupe, qui décommissionne donc un actif, un réseau social d'entreprise, qui l'arrête pour partir à autre chose. Mais il n'y a rien qui prévoit la gestion de cette fin de vie de ces données. Ce qui est important, parce qu'une donnée, on peut la conserver pendant X temps parce que l'actif existe. On met tous les mécanismes qui permettent de protéger, de préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de cette donnée. Mais au moment du décommissionnement, s'il n'y a rien qui encadre cela, cette confidentialité peut être violée alors que la donnée peut être encore utile. Malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, cet aspect est souvent très négligé. On décommissionne un serveur et puis bon, on jette et puis on oublie quoi. Alors qu'il y a encore énormément de données qui peuvent être encore dans les disques. On décommissionne souvent donc une imprimante, juste un exemple très simple. Une imprimante, c'est souvent toutes les imprimantes essentiellement aujourd'hui contiennent un disque dur qui stocke tout ce qui est imprimé, tout ce qui est scanné donc à travers ces imprimantes. Et généralement, quand on change l'imprimante, on oublie souvent donc d'enlever le disque dur, on oublie
de faire un décommissionnement donc sécurisé, et des mécanismes, ce qu'on appelle le DLP, qui est aujourd'hui la mesure phare, hein, donc en termes de cybersécurité, qui est le Data Prevention Loss, qui permet donc de protéger contre la vol de données. Contre le vol de données, pardon. Donc, des gens peuvent avoir légitimement accès à cette donnée, mais ils n'ont pas forcément la légitimité de transférer et de faire sortir cette donnée. Quand on est dans une entreprise, on a accès à ces données pour le besoin de notre travail. Quand on est médecin, on a accès aux données donc, de santé de nos différents patients, mais ce n'est pas pour autant qu'on ait le droit donc, de partager ces données. Imaginez par exemple une personnalité très très importante donc, dont les données de santé seraient divulguées. L'exemple que je donne assez souvent dans ce cadre, c'est par exemple le président Mitterrand lors de sa deuxième élection. Si les fuites, l'information de son cancer avait fuité, donc très probablement il n'aurait pas eu un second mandat. Et ça a été géré donc à un niveau très... Si les médecins qui le suivaient se permettaient de diffuser cette information-là, donc ça aurait pu avoir effectivement des conséquences assez importantes dans la vie politique française. Donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'on a accès à la donnée qu'on a le droit de diffuser cette donnée. Donc, mettre en place les mécanismes qui permettent de protéger contre le vol de données. La perte de données, c'est aussi des mécanismes de protection des données. Question numéro 2. Est-il encore pertinent de fonctionner sans stratégie cyber depuis 2022? Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Effectivement, quand on n'a pas d'orientation, quand on n'a pas de direction, ben on ne fait que divaguer, quoi, tout simplement. Donc, il faudrait effectivement que, comme le dit effectivement le docteur, qu'il y ait une véritable agence qui s'occupe de la problématique de la cybersécurité, de l'IA et même de la donnée à caractère personnel, hein, parce que toutes ces choses-là, pour moi, ce sont des choses il y a une certaine cohérence à les mettre ensemble. Donc, il faudrait, à un moment donné, qu'il y ait une vraie autorité qui a les moyens qu'il faut et qui a les compétences et les capacités qu'il faut, qui donne une direction et veille à ce que cette direction-là soit respectée par tout le monde. En mettant l'accent sur, effectivement, les infrastructures critiques, à ne pas oublier donc le reste, et mettre en place des stratégies qui sont claires et claires. Voilà. Donc, c'est pas du tout possible de continuer à divaguer et à rester avec la situation actuelle. Sans autorité, ou une autorité vraiment avec des compétences et des possibilités très, très limitées en termes de capacité financière, en termes de responsabilité, en termes de capacité même, parfois, donc le staff qui le compose, et puis sans une stratégie claire qui est actualisée par rapport donc aux réalités nouvelles. Session de questions-réponses ouverte au public. Et merci beaucoup, chers panélistes. Moi, je voulais savoir aujourd'hui, en tant que start-up, en fait, aujourd'hui, quelles sont les mesures qui sont prises à un niveau gouvernemental pour que nous puissions agir avec les données. Aujourd'hui, je donne un exemple. Si j'ai une start-up avec laquelle je dois aujourd'hui travailler sur des données de finances, qu'elles proviennent d'une banque, il y a certaines données qui sont sensibles. Donc aujourd'hui, quels sont les leviers qui sont mis en place en fait pour que moi je puisse, en tant que start-up, agir avec ces données? C'est une question d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue technique. J'aimerais savoir aujourd'hui quelle est l'orientation en ce moment actuellement qui peut être prise disons, mise à disposition et qu'une start-up peut mettre en place à travers ses clients pour qu'elle ait une certaine confiance de leur part et qu'elle puisse traiter les données de ces gens-là en toute sérénité, en fait, et que ces gens-là aussi puissent avoir une sécurité garantie à ce niveau. L'héritage des données qui pourraient venir donc des banques, comment il faut les sécuriser pour les réutiliser, c'est l'anonymisation. Il faut pas que vous preniez donc les données brutes, les utiliser donc dans le cadre de vos tests, de vos développements, ainsi de suite. Il y a des mécanismes qui permettent de le faire. J'ai juste quelques petites questions sur d'abord la stratégie nationale sur la donnée. Le Sénégal avait une stratégie nationale avec le SN 2025. Aujourd'hui, on est dans le New Deal technologique. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Est-ce qu'il faut la reconduire? Est-ce qu'il faut la rebaptiser? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Et à quoi servent donc les stratégies que nous avons? Stratégie IA, stratégie données, etc. Est-ce qu'il ne faut pas
avoir, comment dirais-je, des méthodes qui nous permettent de pérenniser les stratégies dans le long terme. À Guissé, donc sur les stratégies, effectivement, malheureusement, on adosse un peu trop nos stratégies au régime politique. Ça, il faut que ça cesse. D'où la nécessité d'avoir une agence, effectivement, complètement indépendante, qui pourrait avoir, comme l'armée l'est aujourd'hui, avoir une continuité pour pouvoir pérenniser une stratégie de cybersécurité de façon beaucoup plus globale et qui ne dépendent pas, effectivement, donc des changements, des alternances politiques. C'est ça qui est véritablement la clé. Donc, de sorte à la stratégie 2020, il faut forcément la dépoussiérer et puis la remettre au goût du jour, prendre en compte les nouvelles problématiques, à défaut de le repenser complètement, parce qu'il y avait beaucoup à redire donc, sur cette stratégie-là. La mutualisation, effectivement, sur la mutualisation. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vraiment soutenir de manière très, très forte la proposition qui est faite et qui me semble partagée par les panélistes de la mise en place d'une véritable autorité. Et ce que je salue dans leur proposition, c'est qu'ils parlent de combiner à la fois l'autorité chargée de la cybersécurité, l'autorité chargée des données à caractère personnel et également l'IA. Je crois que cette combinaison est une combinaison qu'il faut véritablement soutenir. Ce matin, le ministre a dit de façon très claire, nous attendons des propositions concrètes. Mais voilà, là vraiment, voilà une vraie proposition concrète qui peut être faite, faire remonter au niveau du ministre pour voir quelle suite on peut donner à cette belle proposition. Merci. Oui, merci beaucoup. Madame Sia Setougen, je suis donc la directrice des technologies de l'information et de la communication au niveau du ministère en charge du numérique. Il y a ici au moins 4 ou 5 questions sur lesquelles je pourrais répondre. La première, c'est que la stratégie des données et la stratégie IA, elles sont incluses dans le New Deal technologique et elles sont exactement au niveau de Digital Factory. Donc, le PRP8 Digital Factory, où on va beaucoup plus parler de l'économie des données, de l'économie numérique, de tout ce que les start-upers pourront faire avec ces données-là, tout en sachant que les infrastructures sont déjà gérées au niveau du PRP2 qui gère les infrastructures. S'agissant de la mise en œuvre de cette stratégie-là, elles sont en cours. Il y a des activités qu'on a démarrées et que, notamment sur la gouvernance. Je crois que les propositions qui sont faites ici aujourd'hui ont été déjà travaillées avec un comité d'experts de rédaction et qui ont déjà proposé ces textes-là au niveau des autorités. Donc, une autorité, comme l'a dit tout à l'heure, une autorité qui prendra en compte l'IA, les données, mais surtout les données publiques. Parce qu'en fait, le plus grand problème en ce moment, ce n'est pas les données personnelles. Elles sont gérées par la loi sur les données personnelles. Ce dont on a besoin dans ce New Deal technologique et dans l'économie numérique, c'est les données publiques, l'ouverture des données. Et on a bien inscrit dans ce texte-là que toutes les données publiques produites par l'État ou pour l'État, avec l'argent de l'État, devraient être publiques. Première chose. Deuxième chose, on essaie de parler de localisation. Vous avez tout à l'heure parlé de localisation, il y en a même qui ont parlé un peu de quelles sont les données sensibles. Dans ces textes-là, on a défini qu'est-ce que c'est qu'une donnée sensible et on est même allé beaucoup plus loin. Les données stratégiques. Le Sénégal a des données stratégiques, tout à l'heure quelqu'un en a parlé. Est-ce que toutes les données seront mises en mode public? Non. Open data, non. Il y en aura qui seront, selon le niveau de stratégie qui sera défini par le Sénégal, que ces données-là, qu'on ait juste puisse avoir non seulement soient localisées au Sénégal, mais également puissent également sur les droits civiques et droits réglementaires du Sénégal. Donc tout à l'heure, quelqu'un a parlé de c'est bon d'être dans le cloud, mais pourvu que les lois s'imposent, les lois du pays s'imposent. Donc ça, c'est inclus. On parle d'entrepôt de données. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'entrepôt de données. L'entrepôt de données, elle sera financée dans le cadre du PAELS. Elle a été introduite dans le cadre du PAELS. Donc ça, c'est un point qui est pris en compte. Après, il y a un aspect qui est important et que quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Le plus dur, c'est pas de rendre la donnée publique, mais le plus dur, c'est de pouvoir la réutiliser.
Et cet aspect de réutilisation aussi est pris en compte dans ce projet de loi, qui est une loi sur la sécurisation des données, la loi d'orientation sur la donnée et leur sécurisation demandée par le président de la République. Donc, ces projets de loi, avec les décrets qui vont avec, ont été déjà pris en compte. S'agissant de l'alignement, on est parfaitement aligné. Parce que nous, quand on faisait notre stratégie des données, il y avait déjà le plan de l'UMO, de l'Union africaine. Il y avait déjà l'Union africaine qui avait déjà donné un plan de comment faire une stratégie des données. Donc, notre stratégie des données, qu'elle soit la stratégie des données, qu'elle soit la stratégie IA, elles sont parfaitement alignées non seulement à l'Union africaine, mais elles sont également alignées à la CEDEAO et à l'UEMOA. On a beaucoup parlé tout à l'heure de partage de données et de données open data. Ces données-là, il faudrait qu'on arrive, parce qu'on est dans une sous-région, que la CEDEAO, et c'est le texte qu'on a regardé hier ou avant-hier, que toutes les transpositions dont il a parlé tout à l'heure, qu'on puisse voir avec les textes qui sont en vigueur en ce moment ou bien qui sont en gestation, est-ce que cela peut s'appliquer? Quand on parle de partage de données, quand on parle de partage de données qui sont moins sensibles, hein, tout à l'heure, on a parlé des données d'itinéraire. Ces données d'itinéraire-là, il faudrait qu'on puisse les utiliser. L'autre point qui est important également, à mon avis, sur cette histoire de données, on a parlé de mutualisation. Cette mutualisation, elle est dans le New Deal technologique. C'est déjà inscrit. C'est-à-dire que cette mutualisation, elle est nécessaire, mais pourvu qu'on puisse faire la cartographie de toutes les données publiques comme privées qui sont à l'extérieur. Ça, c'est un préalable. Pour savoir si les data centers que nous avons, quel que soit le nombre ou quel que soit leur implémentation physique, parce que pour le moment, ils sont tous implémentés dans une zone en termes de sécurité, c'est pas si sûr, mais il faudrait qu'on puisse savoir si les data centers que nous avons peuvent héberger toutes les données que nous avons. Et il est même prévu dans ce projet de loi, non seulement d'homologuer des data centers, déjà il faudrait une autorisation maintenant pour avoir un data center, d'homologuer ces data centers, mais aussi d'avoir un tiers de confiance. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en gestation, peut-être pas encore partagé, mais qui le sera quand ce sera de nécessaire qu'on pourra le partager. C'est des quelques mots que je voulais rajouter, tout en sachant que Idi est déjà un très bon ambassadeur du New Deal technologique et déjà revenu sur plusieurs sujets sur le New Deal technologique. Et tous ces aspects-là, un diagnostic approprié a été fait et c'est pourquoi on les a réintroduits dans le New Deal technologique et tous les aspects qui ont été dits tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Mot de la fin. Je suis heureux d'entendre effectivement qu'il y a une agence qui est envisagée. Je ne sais pas, est-ce que le ministère est complètement autonome, indépendant pour pouvoir imposer cela, parce qu'il y a des parties quand même qui dépendent directement de la présidence, mais en tout cas, ce serait salutaire. Et moi, j'ajouterai donc à cette autorité la donnée à caractère personnel, parce que quand on traite l'IA, quand on traite les données à caractère personnel, forcément, on arrive à la cybersécurité. Donc, il y a une cohérence globale. Il faudrait que tout cela soit mis ensemble et éviter donc cette segmentation-là, ces petits trucs-là qui sont en train de crouler. Vous allez à la commission donc, des données à caractère personnel, ben, ils font un travail extraordinaire, mais ils sont en train de crouler donc, sous des dossiers, des demandes qu'ils ne peuvent pas traiter, avec du papier qu'on leur envoie, ainsi de suite. Ça ne sert à rien. Il faudrait mettre une cohérence et mettre de l'efficacité dans tout ça, de sorte à pouvoir sortir quelque chose de plus intéressant.